Bonjour, je suis Jim Wagner. Beaucoup d'entre vous me connaissent déjà pour mes précédents DVD avec Budo sur les couteaux, attaque au couteau et défense face au couteau. C'était des travaux spécifiques pour les policiers et les militaires. Ce que nous étudierons aujourd'hui, ce sont les diverses attaques au couteau du monde entier. C'est un DVD spécifique pour les civils. Je vous montrerai comment sont ces attaques au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe et dans différents groupes ethniques. Je fais ce DVD parce que je voudrais vous montrer que les attaques au couteau sont très différentes suivant les régions et que vous pouvez vous retrouver dans un tas de situations différentes. Un peu plus loin, je vous montrerai les différents types d'attaques. Mais pour l'instant, et le plus important, je voudrais vous montrer certaines formes de défense plus communes. Le fait que quelqu'un enseigne le travail du couteau, que ce soit en attaque ou en défense, ne veut pas dire que c'est un expert. Au cours de mes voyages, j'ai visité des écoles d'arts martiaux. J'ai observé les instructeurs et beaucoup ne savent pas ce qu'ils font. Comment devenez-vous un expert? Cela se produit lorsque vous avez participé à un vrai combat au couteau. C'est alors que vous deviendrez un expert. Vous saurez alors de quoi il s'agit. Je me suis battu avec couteau. J'ai fait partie des forces de l'ordre pendant 15 ans, également à l'armée. Mon premier combat au couteau eut lieu à l'armée. J'étais le chef d'un peloton et j'étais sur mon lit, en train de me reposer. L'un de mes soldats s'est approché de moi et m'a dit « Wagner, il y a 2 gars qui se battent dans l'autre chambre. » Je lui ai dit « Pourquoi vous ne les séparez pas ?» Et il m'a répondu « Non, c'est vous le chef, faites-le. » Je me suis levé et j'ai vu 2 individus en train de se battre, d'essayer de se tuer. Ils se battaient avec les poings. Ce n'était donc pas dangereux. J'ai poussé l'un et j'ai ensuite écarté l'autre. À ma grande surprise, en poussant le deuxième, le type de main droite a sorti un couteau, s'est lancé directement à ma gorge, essayant de me tuer. Je ne pouvais pas le croire. J'ai juste vu un éclair métallique qui s'approchait. J'ai saisi sa main. C'est la seule chose qui m'est venue. M'écarter et le saisir. Par chance, j'ai pu renverser le type, mais l'autre se jeta également sur moi. Je suis parvenu à contrôler le type au couteau, et heureusement, d'autres soldats intervinrent et nous avons pu récupérer le couteau. J'ai été là sur le point de perdre la vie. Mon deuxième combat contre couteau fut en tant qu'officier de police. Je me suis rendu à un avis de suicide. Une fille a téléphoné, disant que nous devions aller chez son père, qui était en train de se suicider. Nous sommes arrivés, les portes étaient ouvertes. Nous sommes entrés et j'ai dégainé mon pistolet. Nous sommes montés à l'étage et il était là, sur le lit, couché sur le dos avec les bras ouverts et en caleçon. Il y avait des bouteilles de vodka partout et le lit n'avait pas de drap. Soudain, il s'est redressé. Je lui ai dit « Allons, George, viens avec moi. Tu recevras l'aide d'un professionnel. » « Je veux mourir, je ne veux pas vivre. » « Bien sûr que tu veux vivre. Allons, viens avec moi. » Après 10 minutes, il accepta de nous accompagner. Bien. Je me suis placé entre le lit et la penderie, et mon assistant près de lui et de la porte. Je lui ai dit « C'est facile, approche-toi de mon camarade. » Il s'est levé. Il était plus grand que moi. Je lui ai indiqué le chemin, tout en restant en alerte. À ma grande surprise, il a sorti de derrière son caleçon un couteau à viande. Il s'est jeté sur moi en une demi-seconde. J'ai vu le couteau se diriger vers ma gorge, vers ma poitrine. Je vous dirai ce que j'ai fait. Je me suis lancé en arrière pour me protéger. Tant d'années d'arts martiaux a entraîné ce type de mouvement, et quand quelqu'un vous attaque avec un couteau, vous les oubliez. La seule chose à laquelle vous pensez, c'est à vous éloigner, et c'est ce que j'ai fait. Le couteau est redescendu et est passé à côté. Il a été déséquilibré, il est tombé sur le lit et il s'y est vautré. J'ai sorti mon arme et je l'ai visé. Il a essayé d'attraper le couteau. J'allais tirer, mais j'ai vu le doute dans ses yeux et soudain, il a éclaté en sanglots. J'ai écarté le couteau, je l'ai arrêté et je l'ai conduit dans une institution pour malades mentaux. C'était la 2e fois que quelqu'un essayait de me tuer en distance courte. J'ai participé à des dizaines de situations avec des gens me menaçant avec des couteaux, mais toujours en me maintenant à distance, à quelques 7 mètres, avec l'arme dégainée et leur ordonnant de lâcher le couteau.
Cela m'est souvent arrivé. J'ai également dû leur arracher le couteau à l'un ou l'autre prisonnier. J'ai arrêté des gens qui portaient des couteaux cachés. Les couteaux sont très habituels et presque toutes les cultures dans le monde les utilisent. Pourquoi? Parce que nous les utilisons depuis très jeunes, pour couper la viande ou quoi que ce soit d'autre. De sorte que ce DVD est conçu pour vous apprendre non seulement ce à quoi vous pouvez vous attendre en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, mais aussi comment survivre face aux attaques avec couteau. Je sais par expérience propre qu'ils sont mortels, rapides et qu'en 5 secondes, votre vie peut se terminer. Pour commencer, nous allons simuler une scène. À ma droite se trouve Christophe Besse. C'est le directeur de notre système pour toute la France. Ici, nous avons Adrian Markey, directeur du système pour toute l'Irlande. Ils vont simuler une situation très typique pour vous montrer la vitesse que peut prendre une attaque au couteau. Il sera le criminel. Pourquoi sort-il un couteau? Personne ne sait ce que pense un criminel. Il attaquera Adrian avec un couteau. Adrian agira comme quelqu'un qui ne sait rien de self-défense. Ils vont réagir mutuellement. Voyons comment se déroule la situation. Excusez-moi, je cherche la tour Eiffel. Sorry. Vous savez aussi, je suis un peu perdu. No, sorry, I don't know French. Sorry. À te foutre! Très bien, c'est cela. Ce fut brutal, rapide. Souvenez-vous que dans n'importe quel combat au couteau, une fois que quelqu'un sort le couteau, normalement, le premier coup en coupe ou en pique est effectué au cours de la première seconde, tout au plus de la quatrième. Ce n'est pas beaucoup de temps. Lorsque la situation se présentera, vous devrez donc savoir que faire. Que vous le croyez ou pas, la moyenne d'un combat avec couteau est de tout au plus 5 secondes. C'est comme ça le combat réel. Nous parlerons ensuite de ce à quoi nous pouvons nous attendre suivant le type d'ennemi. L'un des plus grands problèmes des élèves de self-défense, spécialement ceux des écoles d'arts martiaux traditionnels, ou même des systèmes soi-disant basés sur la réalité, c'est qu'ils développent ce que nous appelons une pensée de groupe. Cela se produit lorsque vous appartenez à un groupe. Vous commencez à penser comme eux. Le problème, c'est que dans une école, si j'apprends la défense face au couteau avec un instructeur qui n'a jamais participé à un combat avec couteau, qui n'a jamais eu affaire avec des criminels ou des terroristes, comment va-t-il m'apprendre ce qui se passe réellement dans la rue? Il l'a appris dans des films ou avec un autre instructeur. Qui sait où il l'a appris? La première chose que vous devez faire, c'est penser comme l'ennemi. Pour y parvenir, la première chose que vous devez savoir, c'est qui est l'ennemi, l'adversaire. Par exemple, si je vis à Madrid, qui est l'endroit où nous sommes en train de faire ce DVD, si je me trouve au centre de la ville, mon ennemi peut être un voleur si je sors d'une banque, un terroriste si je suis dans un train, ou ce peut être un ivrogne qui peut me frapper avec une bouteille. Il peut s'agir de beaucoup de types de personnes. Si par exemple je vais à la campagne, ici en Espagne, ou au Kansas, aux États-Unis, je ne rencontrerai probablement pas de terroristes. Ce ne sera pas mon type d'adversaire. Vos ennemis dépendent de l'endroit où vous vous trouvez. La deuxième chose que vous devez savoir sur votre ennemi est le type d'entraînement qu'il a reçu. Si vous êtes un civil, comment pouvez-vous savoir ce type de choses? Grâce à mon expérience, supposons qu'il s'agit d'un criminel qui vient de sortir de prison. J'ai travaillé dans les prisons, comme gardien de prison, avant de travailler dans les forces de l'ordre. Et je connais les techniques qu'emploient les détenus. J'ai vu des prisons au Brésil. J'ai entraîné dans des prisons au Canada et aux États-Unis, et j'y ai beaucoup appris. Je connais l'entraînement des prisonniers. Quand j'ai travaillé en antiterrorisme, j'ai étudié l'entraînement que donnait Al-Qaïda. À Al-Qaïda, ils recevaient un entraînement en plongée sous-marine, au combat au corps à corps et en attaque au couteau. Vous devez connaître le type d'entraînement qu'ils reçoivent. Cependant, parfois, vous ne pourrez pas observer ces attributs de votre ennemi. Pour vous qui étudiez sûrement les arts martiaux, vous savez que n'importe qui peut aller à une école et y recevoir un entraînement.
Que se passe-t-il si mon ennemi a étudié le Kali philippin ou l'escrima? Si quelqu'un utilisait l'escrima contre vous, il serait bon que vous connaissiez un peu ce style. Bien sûr, vous pouvez acquérir les DVD de Budo, des livres, etc. Il n'y a pas de raison de ne pas connaître ce que pratiquent d'autres styles. Vous devez savoir un peu de tactique. Les tactiques que les gens utilisent. Je vous donnerai un exemple de ce que je veux dire. Après le 11 septembre 2001, avec les attaques des avions américains, je suppose que vous connaissez les faits. Ils détournèrent des avions, les firent s'écraser contre des bâtiments et beaucoup de gens moururent. Comment les terroristes ont-ils fait? Ils avaient des couteaux et des cutters. Ils terrorisèrent les gens, détournèrent l'avion et les firent s'écraser contre des bâtiments. Après tout ça, beaucoup de gens commencèrent à apprendre à se défendre face aux couteaux. Nous savons qu'il est possible que les terroristes essaient de le refaire, de sorte qu'il est bon d'apprendre à se défendre. Depuis, on n'a plus eu d'attaques de ce type. Les tactiques ont donc changé. Les terroristes font s'écraser les avions au lieu de les détourner avec des couteaux. De sorte que vous devez modifier les tactiques. Si je suis dans un quartier où parfois ils poignardent les gens aux jambes, je dois apprendre à faire face à ce type de choses. Vous devez connaître les tactiques de votre ennemi pour pouvoir vous défendre. Pour connaître véritablement votre ennemi, vous devez agir comme lui. Et que signifie agir comme votre ennemi? Vous savez déjà ce que cela signifie, parce que nous avons vu Christophe comme agresseur et Adrian comme agressé. Nous avons simulé une situation réelle. Du fait de mon expérience, je sais qu'il y a beaucoup de situations comme celle-là. C'est pour cela que j'ai appris à Christophe à agir comme un criminel typique, qui plante le couteau dans l'estomac et ensuite dans le cou. C'est très commun dans les prisons. Adrian a seulement réagi face à l'attaque. Bien. Si par exemple, quelqu'un utilisait des machettes ou de grands couteaux, parce qu'ils sont à la mode dans votre quartier, que devrez-vous faire? Agir comme eux. Acquérir une machette en plastique ou un katana d'entraînement et apprendre à vous en défendre. De cette manière, vous agirez comme eux. Ne mettez pas l'uniforme de karaté pour commencer à faire ces mouvements, parce que ce n'est pas comme ça que fait le criminel. Vous devez agir comme eux et créer des situations. C'est cela, connaître l'ennemi. La chose suivante que vous ferez pour connaître l'ennemi sera de vous préparer correctement. Si je vais à une école d'arts martiaux, et je ne parle d'aucune en particulier, comme je l'ai déjà dit, j'ai étudié beaucoup d'entre elles, vous pouvez aller à une école de kung-fu, de taekwondo ou de karaté. Ils vous enseigneront quelque chose sur la défense face au couteau. Mais vous prépare-t-il pour des situations réelles? Si vous n'êtes pas réaliste, comme dans la simulation que nous avons réalisée, quand vous vous retrouverez vraiment dans cette situation, vous ne serez pas prêt. Ce DVD est votre préparation. Nous allons vous préparer à affronter diverses attaques au couteau. Vous apprendrez ainsi à connaître l'ennemi et vous serez prêt mentalement et physiquement. Finalement, pour connaître votre ennemi, vous devez continuer de vous mettre à jour. Ce que je fais, c'est regarder les journaux, spécialement les locaux, et voir quel type de crimes sont commis. Ou, si je suis dans la rue, je peux aller vers un agent de police du quartier, m'identifier et lui demander le type de crime qui se commettent dans cette zone. Normalement, l'agent vous répondra, parce que son travail est d'informer les citoyens. Si par exemple, je suis en Israël, où je me suis entraîné souvent avec la police et l'armée, je m'informerai sur l'endroit où se produisent les attentats, les quartiers dangereux, la sécurité dans les transports, les actes terroristes suicides, etc. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Si vous allez avec les yeux bandés, sans savoir ce qui se passe, vous aurez des problèmes. Vous devez vous informer de ce qui se passe. Je reviens à l'exemple des arts traditionnels. Ces styles évoluent-ils souvent? Ils utilisent des choses qui étaient utilisées au Moyen-Âge, il y a longtemps. Les changements sont très lents et j'ai besoin de connaître ce que font maintenant les criminels.
Ce à quoi je m'entraîne maintenant, ce n'est pas ce que je ferai dans 6 mois. Je devrais réajuster mon entraînement. Et la seule manière d'y parvenir, c'est de rester à jour quant à ce qui se passe autour de moi, informé. Je voudrais vous avertir une chose. Ce que je vais vous montrer dans quelques minutes, ce sont les attaques qui existent actuellement dans le monde entier. Je vous avertis pour que vous sachiez que tout ce matériel est à titre informatif. Je ne vais pas vous enseigner des tactiques terroristes, ni la manière de tuer personne dans le style militaire. Non. La prochaine partie de ce DVD est destinée à vous informer de comment sont les choses. Il ne s'agit pas qu'ensuite vous alliez dans la rue et vous agissiez ainsi, mais si vous vous rencontrez dans cette situation, de pouvoir la reconnaître. Bien, maintenant je vous montrerai les différents types d'attaques dans le monde. Hey man, a cigarette on you? Oh, I don't have a cigarette. Nous allons voir maintenant l'attaque typique d'un prisonnier, avec une arme comme celle-ci. Il s'agit d'une arme faite à la main, dans ce cas, par un prisonnier. Ils n'ont pas des magasins où acquérir les armes. Ils doivent les fabriquer avec les matériaux disponibles dans la prison. Pièces de métal, restes qu'ils rencontrent, ou mélanges de plastique. Les prisonniers sont très créatifs. J'ai travaillé dans le système carcéral. Je m'y suis entraîné. Je connais les attaques typiques. Voyons un exemple. Un prisonnier s'approche, demandant une cigarette, et sort alors une arme tranchante comme celle-ci, artisanale, et la plante plusieurs fois dans son estomac. Pourquoi les prisonniers attaquent-ils directement l'estomac? C'est très facile. Le couteau va de A à B. C'est vraiment très efficace. En outre, s'il essaie de bloquer, il lui sera très difficile d'y parvenir. Mais l'une des raisons principales, et sûrement que vous n'y avez jamais pensé, c'est que les prisonniers ont toujours peur d'être poignardés. Même si ce sont des redoutables combattants, respectés dans la prison, ils ont toujours cette peur. Les prisonniers utilisent parfois des armures faites avec des magazines ou des journaux pliés ou avec des pièces nouées d'un certain matériel pour se protéger la zone du torse. Les autres prisonniers le savent, mais ils savent également qu'il est difficile de protéger la zone plus basse de l'estomac parce qu'il faut pouvoir s'asseoir. De sorte que l'on peut se protéger le torse et le dos, mais pas l'estomac. C'est pour cela qu'ils attaquent juste au-dessus de la ceinture. C'est ça qui est terrible. Quand ces prisonniers se retrouvent dans la rue et doivent affronter un agent de police, vous croyez qu'ils vont changer leur tactique? Non, parce que la plupart des policiers et des militaires protègent leur poitrine, mais pas l'estomac. Quand ils veulent tuer un agent de police, ils font la même chose, directement à l'estomac. Et ils le font plusieurs fois. Ils n'attaquent pas une fois et puis ils s'arrêtent. Ils attaquent plusieurs fois pour être sûrs que l'adversaire tombera. Bien sûr, ils attaqueront de toute leur force et sans se compliquer la vie. Font-ils des mouvements stylisés? Non. Ils attaquent directement et de la manière la plus mortelle qui soit quand ils veulent tuer. C'est une situation typique. Nous allons maintenant en voir une autre. What were you arresting me for? Ce fut un exemple très graphique et très réaliste. Si vous observez le couteau, il est couvert de sang. C'est du faux sang, comme celui que l'on utilise dans les films de Hollywood. Christophe est couvert de sang. Pourquoi avons-nous fait comme ça? Nous continuerons de le faire. C'est une chose qui fait partie du combat réel, le sang. Quand vous poignardez quelqu'un, le sang jaillit. En tant qu'instructeur, nous voulons que nos élèves connaissent l'aspect du sang.
Vous devez vous y habituer. Si vous faites le rôle de la victime, vous ne devez ni vous effrayer, ni tomber sous le choc. Vous devez voir que vous perdez votre sang et réagir. J'ai été le premier à utiliser du faux sang pour l'entraînement des civils. La police et l'armée l'utilisent assez bien. Mais maintenant, vous pouvez également l'utiliser. Vous pouvez le trouver sur ma web. Dans tout combat avec couteau, il va se passer 3 choses. La première est le pré-déploiement. Cela avant que le couteau n'ait été sorti. Ici, sur le côté, j'ai un étui pour le couteau. Il est prêt pour être utilisé. Cela ne dépend que de moi. 2. Le déploiement, quand je sors le couteau et que je peux l'utiliser. C'est la phase de déploiement. 3. Post-déploiement, quand le couteau retourne dans son étui ou n'importe où ailleurs. Ou si je suis un criminel et que je m'enfuis, je peux le jeter par terre. Post-déploiement. Ce sont les 3 phases. Si vous voulez vous protéger, vous devez faire attention à la phase de pré-déploiement. Si quelqu'un a les mains dans les poches, c'est dangereux pour vous. Il pourrait avoir une arme. Ce pourrait même être un petit pistolet. Regardez toujours les mains des gens, si elles sont dans les poches. Regardez ce qu'ils font avec elles. Ont-elles la forme d'un poing ou attrapent-elles quelque chose? Observez. Et s'il sort un couteau, réagissez immédiatement, que ce soit en vous échappant ou en vous défendant. Dans le post-déploiement, quand il n'y a plus de couteau, vous n'aurez plus à vous en préoccuper. Bien que par exemple, si je suis le témoin d'un crime et que je vois le délinquant courir et lancer le couteau par terre, je devrais le dire à la police, parce que le couteau aura du sang et des empreintes qui aideront à l'enquête. Nous allons ensuite parler du Kali philippin. Certains l'appellent également escrima ou arnis. Il y a des années, quand j'ai commencé cela à l'âge de 16 ans, j'ai étudié avec Dan Inosanto, Richard Bustillo et Ted Lukai. Le Jeet Kune Do bien sûr, mais également les arts martiaux philippins. À cette époque, presque personne ne connaissait ces styles. En 1997, Dan Inosanto déclara que les arts martiaux philippins allaient disparaître de la face de la Terre parce qu'il était inconnu et n'intéressait personne. Aujourd'hui, tout a changé et les arts philippins sont bien vivants. On les étudie même dans les prisons. Comme j'ai étudié ces arts martiaux, je vais vous montrer comment on pourrait les appliquer contre vous quand vous serez victime d'une attaque. Je serai l'agresseur et Adrian sera la victime. Il essayait par exemple de m'arrêter parce que c'est un policier ou un agent de la sécurité et je vais l'attaquer. Je vais vous le montrer. Il va me saisir comme il veut, par le poignet, le revers ou l'épaule. Il va me saisir et je l'attaquerai. Je suis ici. Très bien. Nous allons le refaire lentement. Adrian essaie de me saisir le bras. Et je coupe comme ça avec le couteau, sur l'objectif le plus proche, qui est son poignet. Maintenant, je coupe au biceps, au cou et au torse. C'est un exercice que j'ai appris quand j'ai commencé à 16 ans. L'objectif est de couper 3 fois en 1 seconde. C'est mortel. Je sors le couteau et j'attaque l'objectif le plus proche. Si son poignet n'est pas à ma portée, parce qu'il fait ceci, je ne peux pas couper sa main. Mon objectif suivant sera son bras ou son rein. Et je termine avec le cou. C'est une séquence logique. Nous allons en essayer une autre, différente. Peu importe ce que fait Adrian. Je l'attaquerai. Ça s'appelle cheminer par le bras et c'est dévastateur. Voici Christophe, notre directeur pour la France.
Il connaît également les arts martiaux philippins et va m'aider pour cette démonstration. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer dans la rue. Je vous montre seulement un exercice philippin typique pour que vous voyez comment ça fonctionne. Quand on étudie ces arts martiaux, normalement, on s'entraîne avec un bâton et un couteau. Ils ont toujours quelque chose dans chaque main. Parfois, ce sont 2 bâtons. Nous allons commencer très lentement pour que vous voyez bien. C'est l'aspect qu'a l'exercice. Ce sont des styles très létaux et vis-à-vis desquels vous devriez être prévenu. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que t'as fait, mon frère? Qu'est-ce que t'as fait, mon frère? Christophe a simulé ce que nous appelons le coup de poignard gitan. En Europe, il y a beaucoup de gens de cette ethnie. Je ne critique pas les gitans en particulier. Je dis seulement que c'est une technique qu'ils ont appris à faire. Il s'agit de saisir le couteau comme ça. Ils placent l'index le long de la lame, à quelques 3 cm en dessous de la pointe. Ils le tiennent de cette manière dans la poche, et quand ils veulent affronter quelqu'un, pour une raison quelconque, ils font comme ça. Quel est ton problème? Pousse-toi. La victime croit qu'il s'agit seulement d'une poussée, mais en réalité, il s'agit d'un petit coup de couteau avec la pointe. Il aura mal et verra le sang couler, mais il ne peut savoir la profondeur de la blessure. Il va penser que le coup est grave, être pris de panique et ne va pas vouloir lutter en voyant le sang jaillir. Pourquoi font-ils cela et plantent seulement 3 cm? Parce qu'il n'est pas conçu pour tuer, mais pour avertir. En plantant la pointe seulement, ils atteindront nos muscles, mais aucun organe vital. Vous devez faire attention à ça. Une mauvaise chose qui peut se produire, et ici je ne me réfère pas aux gitans, c'est que certains criminels mettent du poison sur la pointe pour affecter l'organisme de la victime. C'est très dangereux. Quand quelque chose comme ça se produit, la première chose à faire, c'est d'aller directement à l'hôpital, parce que vous ne connaissez pas la gravité de la blessure. L'un des arts que j'ai appris en Californie, c'est la lutte indienne apache. Mon nom indien est chien soldat. Où ai-je appris ce style? Je l'ai appris avec un bon ami, Robert Redfeather. C'est un expert martial qui tenait bien caché ses secrets de la lutte du style indien. Il m'a accepté comme élève et par chance, il enseigne aujourd'hui ce savoir à beaucoup plus de gens. L'une des choses que développèrent les Apaches, c'est un type de mouvement avec le couteau pour tuer des ours au départ, pour tuer des grands ours. Anciennement, il y avait des ours partout en Amérique et parfois ils attaquaient les Indiens. Du fait de sa taille, Adrian est le camarade qui ressemble le plus à un ours. Quand un ours attaquait, la technique consistait à employer un grand couteau et à le placer jusqu'au fond, ici, juste là où les côtes commencent à se séparer. En plantant le couteau suivant un angle ascendant de 45 degrés, on atteignait directement le cœur. Comment employer cela avec des humains? Ce ne sont pas des armes indiennes originales, mais nous allons faire une simulation. Avec le temps, les Indiens n'affrontèrent pas seulement des ours, mais également d'autres tribus indiennes. Les Espagnols, quand ils arrivèrent en Amérique, les Mexicains, les Américains. Et ils utilisèrent bien sûr ces mêmes techniques avec les humains. De sorte que lorsqu'un autre Indien attaquait soudain, il faisait cette technique. Ils utilisaient le tomahawk et ensuite plantaient le couteau à 45 degrés directement dans la cavité de la poitrine. Le type d'attaque suivant vient de New York. On l'appelle snuffing. C'est un mot d'argot pour ce que font dernièrement les membres des bandes new-yorkaises. Je vais vous le montrer. Hey man, what are you doing right here? What? Can I help you with something?
Cette méthode consiste à employer une carte de crédit dont on aiguise un bord pour vous faire une coupure au front. Si vous observez ici, le bord de la carte est parfois même en dents de scie. Quand ceci croise votre front, cela provoque une sérieuse coupure à la tête. La raison pour laquelle on coupe quelqu'un au front de cette manière n'est pas la mort. Ce n'est pas fait pour ça. Il s'agit d'un acte inattendu. Quand on vous coupe au front, le sang coule sur votre visage. Il vous est alors difficile de vous battre. C'est une situation difficile à surmonter. Ils peuvent vous frapper ou vous attaquer avec un autre type d'arme et provoquer de plus grands dommages. Il est important que vous sachiez cela. Vous pouvez nettoyer le sang, mais il continuera de couler. C'est une tactique brutale. She's out, Yeah. So that's just how it goes. That's simple. Ce que Mike a fait, c'est une chose qui se produit de plus en plus ici en Espagne. Cela, ça s'appelle la coupe colombienne. De nombreux Colombiens ont émigré en Espagne. Et on voit cela fréquemment dans les boîtes de nuit. Ça consiste essentiellement, je m'approche de ces deux personnes qui sont en train de parler. Je vais sortir de la boîte de nuit. Je suis entouré de gens. Je sors le couteau et j'effectue une coupe dans son dos, de ce côté du corps. C'est une zone composée de graisse, de peau et de très peu de muscles. Je m'approche, j'effectue la coupe et je me perds dans la foule. Avec cette action, nous disons à la victime que nous ne voulons pas d'elle ici et qu'elle a la chance que nous ne l'ayons pas tuée. C'était seulement un avertissement. Ce n'est pas mortel, mais quand vous voyez surgir le sang, vous voulez sortir de l'endroit. C'est la coupe colombienne. Comment éviter que cela ne se produise? Le principal, c'est de faire attention à l'environnement, bien que cela puisse être difficile du fait de la multitude. Faites attention à cette technique. ايش كانت حلوه شو بقول لك حكيت معها تكلمت معي وحكينا وبلشنا نتحدث ويعني بلشت تقول لي انه هيك كانت هي بدها ومش قالت تقول لي هيك انا قلت لها ما في يعني ما فيش مشكله الله اكبر. Bien, analysons ce que nous venons de voir. J'ai été au Moyen-Orient, j'ai été au Caire, à Amman, en Jordanie, à Jérusalem. L'une des tactiques que les Arabes emploient, spécialement à Jérusalem ou dans d'autres régions chaudes, c'est la tactique de passer et coup de poignard. Par exemple, si Adrian est un occidental, la tactique consiste à ce que je marche sans prêter trop d'attention à Adrian. Et, dès que je me retrouve parallèlement à lui, je bloque comme ça son bras pour qu'il ne puisse pas se défendre. Je sors alors un couteau, je le plante une fois dans les reins et je disparais dans la foule. Il ne saura jamais qui l'a attaqué et mourra sûrement du fait de la blessure. Cela n'arrive pas tous les jours, mais c'est de plus en plus fréquent. Et quand je vais à Jérusalem ou dans des régions de ce type, c'est quelque chose que j'ai toujours à l'esprit et que vous devriez avoir toujours en tête si vous vous promenez dans ces villes. Comment pouvons-nous nous défendre face à cela? Je vais vous le montrer avec l'aide de mes camarades. وصلنا تمشينا على البحر وجودت كلها انا قلت لها تمشينا هذا الرجال اللي جاي ما في قاعد الله اكبر انت شفتها يعني هي كانت حلوه مش هيك؟ ما شفتهاش اول شيء تكلمت معها وبعدين Bien, arrêtons ici. Nous allons commenter ce que nous avons vu. De quoi devrions-nous nous préoccuper ici? Si vous voulez survivre à une situation comme celle-ci, ne marchez jamais au milieu de la rue. Restez toujours le plus près possible des bâtiments du trottoir. Si vous êtes entouré de gens, vous ne pourrez pas protéger votre dos contre un mur. Vous avez votre dos à découvert.
Ce que vous ne devez jamais oublier, c'est que ce sont les mains qui peuvent vous tuer. Observez toujours les mains. Mais ne devenez pas parano à regarder peureusement les mains de tout le monde. Mais si vous voyez des individus suspects, observez-les discrètement et lorsqu'ils s'approcheront, maintenez votre vision périphérique en alerte. Si vous observez n'importe quel type de mouvement dans votre direction, vous pouvez vous éloigner et vous protéger. Je vous dirai qu'à moins que vous ne portiez un pistolet sur vous et que vous l'utilisiez, il n'est pas possible d'éviter ces individus. Il a un couteau et son camarade également. Et même s'il n'en avait pas, croyez-moi, je ne pourrais pas les affronter tous les deux. Ce n'est pas un film de Jackie Chan ou de Bruce Lee. Si cela arrive, mon objectif sera de courir vite et de leur échapper. Si vous surveillez correctement votre environnement, vous pourrez éviter que ce type de choses ne se produisent. Si vous avez la tête ailleurs et que vous ne faites pas attention, ce sont des choses qui peuvent vous arriver. Les criminels savent toujours ce qu'ils vont faire. Votre tâche est d'anticiper ces situations. Un autre type d'attaque au Moyen-Orient est l'attaque assassine. Ce que vous avez vu maintenant est une attaque que l'on voit dans les transports publics. Ça a pu être l'une des stratégies qu'utilisèrent les terroristes dans les attaques du 11 septembre 2001, dans plusieurs avions américains. Cela pourrait se passer dans un autobus ou dans un train. Je vous montrerai le concept. L'attaquant sort des toilettes avec une arme cachée. L'objectif sera directement au cou de ce passager. Une fois que le couteau pénètre, la personne étouffe. Je n'ai pas employé un couteau, mais un simple stylo-bille. Cet instrument est aussi létal que n'importe quelle arme tranchante. Nous ne pouvons évidemment pas éviter que les gens emportent les billes dans les avions, les bateaux ou les trains. C'est impossible. Vous ne pouvez pas prévoir ce type d'arme. Un objet aussi simple que celui-ci, planté dans la gorge, peut tuer n'importe qui. Supposons que vous vous retrouviez dans cette situation. Comment vous défendriez-vous? Je vais vous le montrer. Bien. Je suis ici, assis dans mon fauteuil. Chaque fois que je voyage en avion ou en train, j'essaie de m'asseoir près du couloir. Pourquoi? Parce que j'ai une issue. Supposons que quelqu'un s'approche de moi et me semble suspect. Si je suis ici, détendu, et qu'un terroriste s'approche de moi, si je ne prête pas attention et que soudain il m'attaque, il sera trop tard. Vous devez toujours faire attention à votre environnement. Nous allons le refaire, mais maintenant, je me protégerai. En premier lieu, si vous suspectez de quelqu'un qui s'approche de vous, supposons que nous sommes dans un avion. Ma ceinture de sécurité devrait normalement être attachée. Mais ma norme personnelle, c'est que si le personnel de vol ne le fait pas, moi non plus. Parfois, on nous ordonnera de le faire. Alors je la mets par-dessus, sans l'attacher. Si quelque chose se produit et que la ceinture est attachée, je serai immobilisé. Or, j'ai besoin de pouvoir me lever. Évidemment, si le personnel de vol met sa ceinture, je le ferai également, parce que cela signifie que nous sommes en train d'atterrir, de décoller ou qu'il y a des turbulences. Maintenant, quand un suspect s'approche, vous devez avoir les pieds bien appuyés par terre. Vous ne pouvez pas vous battre dans cette position. Si vous vous sentez menacé, appuyez fermement les pieds. En deuxième lieu, si quelqu'un s'approche, vous ne devez pas avoir les deux mains occupées. Vous aurez besoin d'au moins votre main dominante pour pouvoir vous battre. J'ai appris cela à l'académie de police. Avoir toujours la main dominante prête à dégainer l'arme. Si elle est occupée à saisir quelque chose, c'est une erreur. Nous allons le simuler. Nous le ferons à vitesse réelle. Ce terroriste va essayer de m'attaquer. Et s'il rate, nous commencerons à nous battre. Allons-y.
Très bien. Qu'a-t-il fait? Je vous le montrerai. Revenons aux positions initiales. Nous le referons lentement cette fois. En premier lieu, Mike avance lentement vers moi. À mesure qu'il s'approche, observez que je commence à me gratter la tête. Ce que je fais en réalité, c'est créer une barrière avec mon bras, sans lever de suspicion. Il se peut que je cesse d'être son objectif parce que je me protège. Mais supposons qu'il vienne à moi. S'il essaie de m'attaquer, je peux bloquer. Je suis prêt. Le problème, c'est que s'il continue de m'attaquer, je ne peux pas me lever, parce qu'alors il planterait son arme. C'est ici que nous appliquons l'entraînement au sol. Vous pouvez l'appliquer assis, parce que techniquement, je suis en dessous de lui. S'il continue de m'attaquer, j'essaie de placer mon genou entre mon corps et son arme. Cela protégera ma zone inférieure. S'il essaie de m'attaquer, je peux bloquer. Bien sûr, je recevrai l'un ou l'autre coup, l'une ou l'autre blessure. Je ne m'occupe pas non plus du passager à côté de moi qui sera effrayé. Une fois que j'ai ici ma jambe, je peux pousser l'agresseur loin de moi. Maintenant, je peux me lever et commencer à me battre. C'est cela, se battre assis. C'est quelque chose que j'ai développé avec les Allemands en m'entraînant avec le GHG 9 d'opération spéciale. Ce que nous venons de voir est une attaque typique de style militaire. Les forces spéciales du monde entier apprennent ces attaques. Ici, nous avons un soldat, et ici, l'autre ennemi. Le premier avance en se glissant silencieusement jusque son dos. Il le saisit maintenant par le front, tire la tête vers l'arrière et plante le couteau dans la jugulaire. L'ennemi tombe et l'attaquant l'amène au sol sans faire de bruit. Il lui coupe la gorge et avance pour continuer sa mission. Bien. Cela pourrait-il vous arriver? Bien sûr. Par exemple, si le criminel ou l'ennemi a reçu ce type d'entraînement, de type militaire, quelqu'un qui a été à l'armée, dans les forces spéciales, les Navy Seals, etc. Vous devez être prévenu face à cela, car il y a beaucoup de gens avec un entraînement militaire. Cette manière de faire est assez silencieuse et mortelle. Il existe cependant une technique que vous pouvez utiliser et qui peut vous sauver la vie. Je l'enseigne aux membres du SWAT et à l'armée. L'une des choses que j'enseigne dans mes cours de survie, c'est que la prévention est la meilleure médecine. Si vous pouvez éviter que quelqu'un ne vous étrangle de dos ou ne vous place un couteau sur la gorge, ce sera parfait. Lorsque votre vision périphérique détecte que quelque chose s'approche, tournez immédiatement vers la menace. Maintenant, Mike est derrière moi et il va m'attaquer d'un côté ou de l'autre. Je ne le sais pas. Il s'approche et me saisit. Je bouge et je m'éloigne de l'agresseur. Je ne sais pas par où il va m'attaquer, mais dès que je vois quelque chose, je lève les mains et je m'éloigne. Comment appliquer cela face à une attaque de couteau dans le dos? Voyons-le. Maintenant, un individu va s'approcher par derrière pour m'attaquer de manière militaire. Il s'approche, je suis ici, prise au dépourvu. Bien. Dans ce cas, je ne savais pas qu'il y avait un couteau. J'ai noté qu'il appuyait sur ma tête pour la pousser vers l'arrière. Si vous êtes rapide et que vous vous êtes entraîné, vous vous tournerez vers la menace. En tournant, je peux voir son couteau. Que dois-je faire? Vous pouvez consulter mes vidéos sur le couteau pour l'apprendre. Ensuite, nous étudierons les types d'attaques des arts martiaux traditionnels. Il existe de nombreux systèmes, beaucoup de styles. Nous allons voir des méthodes qui proviennent du passé et que l'on continue d'enseigner. Ce sont des arts martiaux traditionnels et vous devez également les connaître. Ils vont faire quelques techniques pour que vous ayez une idée de ce dont nous parlons.
Très bien. C'est typique. Cette situation vous sera familière. Merci, Mike. Adrian m'attaque comme ça. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Par exemple, des techniques de Krav Maga. Quand il avance, je peux essayer ceci. Adrian peut m'attaquer par en bas. Et moi, faire un blocage en X, saisir son bras, le renverser, ce type de choses. Il y a beaucoup de types d'attaques, mais l'important, c'est que beaucoup de systèmes martiaux font une seule attaque. En avançant, ils étendent le bras et le maintiennent ainsi pendant quelques secondes. Supposons que nous sommes à Los Angeles et que nous rencontrons des membres des bandes latines. Vous croyez qu'ils vont laisser le bras là aussi longtemps? Combien de temps avez-vous pour bloquer ceci? Très peu. Une pique ici et c'est fini. Ils vous piquent plusieurs fois. En réalité, si un pratiquant d'arts martiaux traditionnels m'attaquait, ce serait mortel, bien sûr. Ne vous y trompez pas. Une attaque comme ça sera mortelle si vous ne vous y êtes pas préparé. Si son esprit fonctionne de manière traditionnelle et qu'il m'attaque, et s'il laisse ici son bras pour un moment, je peux appliquer mes techniques. Ce sera même facile pour moi. Mais si c'est un criminel et que la seule chose qu'il fait, c'est me planter le couteau plusieurs fois, c'est le type d'individu qui doit plus me préoccuper. Rien que pour vous informer, beaucoup d'arts martiaux traditionnels enseignent ce type d'attaque lente. Ou, s'ils m'attaquent, ils utilisent ce type d'action stylisée, mais qui sont inutiles. Comme nous avons vu, un combat réel avec couteau peut être très varié, avec des influences de cultures très différentes. Si vous croyez qu'ils vont vous attaquer comme nous l'avons vu, vous êtes dangereusement dans l'erreur. Nous avons vu de nombreux systèmes militaires, Kali philippin ou la Coupe de New York. Nous pourrions continuer avec beaucoup d'autres, comme le type d'attaque au Brésil, en Argentine ou dans d'autres pays. Mais avec ça, vous avez déjà une idée de ce qui se passe. Nous allons terminer avec quelques techniques de survie. La première est pour les situations où vous avez de l'espace pour vous mouvoir. Nous verrons une attaque réaliste avec couteau. Mike va m'aider cette fois. Je vais d'abord l'expliquer. Je place mes lunettes de protection nécessaires pour n'importe quel type d'entraînement avec couteau, parce que bien que ce soit un couteau en plastique, ça peut être dangereux. Bien, je vais dire à Mike ce qu'il doit faire. Mike, je vais rester vulnérable à ton attaque. Je ne vais pas lever mes mains ni adopter aucune posture de défense tactique. Je resterai ici, debout. Quand tu m'attaques, fais-le comme tu veux. Me couper la gorge, me poignarder, ce que tu veux. Nous allons voir ce qu'il faut faire. Je parle avec toi et tu m'attaques quand tu veux. Très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous l'expliquerai. Je ne savais pas ce qu'il allait faire. Vous devez penser, bien, il enregistre sa vidéo de sorte que tout est préparé. Non. Si vous avez participé à n'importe quel de mes séminaires, je choisis des personnes que je ne connais pas, normalement les plus corpulentes. Et je leur dis la même chose, m'attaquer. Peu importe qui m'attaque, j'agirai de la même manière. Je n'ai pas contre-attaqué, j'ai seulement essayé de survivre. Ensuite, je vous apprendrai à contre-attaquer. Nous allons le refaire lentement. Avec quelle technique tu m'as attaqué avant, Mike? OK. Mike m'a attaqué avec un coup d'estoc. Un coup droit. Quand il m'attaque, que me dit mon instinct? Normalement, quand quelqu'un vous attaque comme ça, ou lance quelque chose contre vous, que faites-vous? Vous vous inclinez vers l'arrière. Vous reculez la tête, vous faites un pas en arrière et vous levez les mains. C'est exactement ce que j'ai fait les 2 fois que l'on m'a attaqué avec un couteau. Si soudain quelqu'un vous attaque, vous n'avez pas la capacité suffisante pour répondre avec des techniques martiales. Si votre instinct vous dit de vous éloigner, pourquoi ne pas l'écouter? Quand quelqu'un sort un pistolet ou un couteau et me vise,
Voilà mes réponses instinctives. Je lève les mains pour me protéger. Mais cette réaction serait utile pendant combien de temps? Maximum 1 seconde. Le criminel continuera d'essayer de m'atteindre. Et j'essaierai de me protéger avec les mains. Bien sûr que je recevrai des coups de couteau. Je serai blessé. C'est ce que dans la police, nous appelons des dommages défensifs. Ça arrive, mais ne cause pas la mort. On pourra me soigner dans un hôpital. S'il m'atteignait au cou ou au torse, alors je pourrais mourir. Quand il attaque, effectuez ces blocages. Si à un moment donné, il s'approche de trop, je fais alors un pas en L tactique. Quand il se jette sur moi, je fais un pas sur le côté. Ou bien je peux m'échapper de l'autre côté et m'éloigner de l'agresseur. Encore que s'il est bien décidé à me tuer, il continuera de me poursuivre. Mike, nous allons maintenant le faire. Pense à différentes manières de m'attaquer. Poursuis-moi et fais ce qu'il faut pour me tuer. Cache ton arme et maintenant commençons. Bien. Vous avez vu ce que j'ai fait. Je ne savais pas ce que Mike allait faire, mais je savais que si je suivais les principes de survie, je pourrais surmonter la situation. J'ai commencé par laisser faire mon instinct. Je me suis protégé avec les mains. J'ai reçu l'un ou l'autre coup sans trop d'importance. J'ai fait un pas en aile tactique et j'ai frappé son genou. Pourquoi? Si je casse son genou, il ne pourra pas me suivre pendant longtemps. Je peux le faire plus fort. Il se peut qu'il y ait une genouillère. Je l'attaque alors aux yeux. J'emploie une force mortelle. Je ne vous dis pas d'affronter un type avec couteau. Ici, nous sommes dans un petit espace. Une fois que je l'ai frappé au genou et dans les yeux, je devrais penser à m'enfuir. Je devrais atteindre une certaine distance pour m'éloigner de lui et peut-être trouver une arme quelconque. Si j'ai par exemple un bic et que je peux le sortir, je peux avoir une opportunité de plus. C'est ce que nous appelons éviter le couteau. J'enseigne cela aux officiers de police et aux militaires dans le monde entier. Personne n'a de problème pour le faire, car ce n'est pas basé sur des chorégraphies de techniques stylisées. Cela se base sur des principes élémentaires qui vous sauvent la vie. Pourquoi n'ai-je pas essayé une technique stylisée? Pourquoi ne l'ai-je pas désarmé? Ou n'ai-je pas fait une technique de type Steven Seagal? Il n'est pas facile de saisir et de parvenir à désarmer un couteau. Ce que nous allons employer maintenant s'appelle le couteau qui ne ment pas. Un de mes amis inventa ce couteau. Il s'agit d'un couteau d'entraînement avec les bords couverts d'un type de filtre sur lequel nous passons un rouge à lèvres. Actuellement, ce couteau est utilisé par les militaires aux États-Unis. Vous allez voir maintenant comment il fonctionne. Nous allons l'utiliser pour expliquer la technique. Bien, Mike. Je vais attaquer à une vitesse moyenne. Je ne le ferai pas à vitesse réelle. Je veux que tu m'arraches le couteau sans trop t'éloigner de moi. Tu dois rester dans la position pour rester dans l'axe de la caméra. Tu vas essayer de me désarmer et éviter que je ne te tue. Dis-moi quand tu es prêt. Allons-y. Tu ne me l'as pas ôté. Allons, prends-le. Prends-le. Bien. Nous allons vous montrer dans quel état se trouve le t-shirt de Mike. Observez son t-shirt. Vous voyez? Cette marque de rouge à lèvres serait un coup mortel, directement dans les intestins. Cette autre est également mortelle. Voici des coups. Ça, c'est un coup. Ici, un autre, bien qu'il ne soit pas mortel. Ce coup à l'artère pourrait le tuer. Un autre coup à l'épaule. Pourquoi employons-nous ce couteau? Parce que même si Mike est bien entraîné, c'est très difficile. Si vous saisissez un vrai couteau aiguisé, vos doigts ne résisteront pas longtemps. Vous découvrirez que vous ne pouvez pas tenir le tranchant qui vous coupe les doigts. Vous voulez savoir si votre art martial fonctionne réellement, savoir si vous le faites correctement. Ne vous entraînez pas avec quelqu'un qui sait la même chose que vous. Choisissez un étranger, un cousin, un ami, et demandez-lui de vous attaquer avec ce couteau spécial. Mettez les lunettes de protection et encouragez-le à vous attaquer. Ce couteau ne ment pas. Il vous dit que si cette attaque avait été réelle, Mike aurait eu des graves problèmes.
Je l'ai attaqué à une vitesse moyenne. Si je l'avais fait à vitesse réelle, en bloquant et en essayant d'atteindre son cœur, je l'aurais tué. Vous l'avez vu. Derrière moi se trouve Adrian, acculé dans un coin par Mike, qui sera l'attaquant. Si vous êtes dans un espace ouvert, la distance est votre allié. Vous devez vous éloigner, bouger, frapper et échapper. Mais maintenant, nous sommes dans un espace confiné. Adrian est acculé dans ce coin. Ce peut être une salle de bain ou contre une voiture dans un garage. Dans ce cas, vous devrez modifier vos tactiques. Nous allons vous montrer comment se déroulerait l'action et ensuite, je vous expliquerai comment survivre à cette situation. Prêt? En avant. Je ne sais pas si vous avez vu ce que Adrian a fait, mais il a essentiellement fait ce qu'il fallait. Nous pourrions le répéter 100 fois. Je vous garantis que ce serait différent à chaque fois. Je vais me placer où se trouvait Adrian. Je réagirai à la même vitesse que lui et je vous expliquerai pas à pas comment il a surmonté la situation. Tu es prêt, Mike? Cache le couteau. Il m'attaquera à vitesse réelle et le fera quand il veut. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Il essaiera de me tuer. Très bien. Cette fois, je suis parvenu à m'échapper. Nous allons l'essayer de nouveau. Mike, essaie de m'attaquer autrement. Change le couteau de main, quoi que ce soit. Allons, essaie de me tuer. Si cela vous a paru trop improvisé, ça l'est, effectivement. On dirait qu'il n'y a aucun ordre, que nous nous battons sans critères. C'est exactement cela. Mais ce que je suis réellement en train de faire, c'est ce que j'appelle mes règles de désarmement. Il m'attaque de n'importe quelle manière. Je ne sais pas comment. Mais j'essaie de saisir sa main armée, de la contrôler. Il peut me poignarder, mais j'éviterai qu'il ne le fasse une deuxième fois. Je dois saisir fermement sa main et la contrôler. Ensuite, il s'agira de fermer la distance. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'espace pour bouger son couteau. Si je me colle à lui, il ne pourra pas le faire. Même si je peux recevoir l'un ou l'autre coup au bras. Après avoir fermé la distance, je dois le déséquilibrer. Dans ce cas, je le pousse contre le mur. Son couteau tombe, mais cela ne se produira pas toujours. J'essaie de le déséquilibrer, de le renverser. Ensuite, s'il avait encore le couteau, évidemment, si le couteau se trouve par terre, je l'éloigne avec le pied. Mais s'il empoigne encore le couteau et que je l'ai déséquilibré, je ne me bats pas contre lui. Il a 90% de chances de me gagner. Ce que je dois faire, c'est m'échapper. Pousser l'attaquant et courir. Nous allons l'essayer de nouveau. Mais maintenant, avec un nouvel élément inattendu. Ce que j'ai ici, c'est un pot de sang artificiel, comme celui que je vous ai déjà montré auparavant. On l'utilise à Hollywood. Pourquoi employons-nous cela? Pour deux raisons. Mais avant de les expliquer, nous allons voir un exemple. Mike est la victime. Je vais verser un peu de sang sur tes mains. Mike va se frotter les mains. Très bien. Montre les mains. C'est l'aspect qu'elles ont lorsque vous avez un couteau entre les mains. Je répète le même processus avec Sam, qui sera l'attaquant. Frotte-toi les mains, Sam. Bien. Maintenant, saisis le couteau. Pourquoi je mets du sang sur les mains de l'attaquant? Quand vous poignardez quelqu'un plusieurs fois, vous avez du sang sur les mains. Tu devras saisir fort le couteau pour qu'il ne glisse pas. Mike se place dans le coin et Sam devra veiller à ce que Mike ne puisse échapper. Il fera tout ce qu'il peut pour le tuer,
et Mike fera tout ce qu'il peut pour survivre. Prêt? En avant. Get out of there, Mike. Go. Très bien. Revenons à la position. Bien, Mike. Ça a été facile? Difficile. Pourquoi? Il était difficile de le saisir. Et le poids de Sam me préoccupait. Très bien. Mike était effrayé par le couteau, comme ce serait le cas pour tout le monde. Également par l'attitude agressive de Sam. Observez maintenant les mains de Mike et celles de Sam. C'est dans cette zone que Mike a attrapé Sam. Le sang est très glissant. Je le sais par expérience. Il est très glissant et c'est pour cela que nous utilisons ce type de sang simulé. Il a des propriétés physiques qui ressemblent à du vrai sang. La deuxième raison de l'utiliser, c'est le facteur psychologique. Il y a des gens qui s'évanouissent rien qu'à voir du sang. Le sang ne doit pas m'affecter. S'il vous affecte, si cela vous dérange de voir ça, plus vous le pratiquez, moins cela vous affectera. Si un jour vous vous retrouvez dans une situation comme celle-là, vous penserez « J'ai vu ça à l'entraînement, je suis habitué, il n'y a pas de problème ». Il y a donc des raisons physiques et psychologiques pour s'entraîner comme ça. Personne ne le fait. Notre système est le premier à l'employer, et ce, depuis 1991. Avec cette vidéo, vous avez découvert des types d'attaques du monde entier. Bien sûr, ils n'y sont pas tous, mais vous vous en serez fait une bonne idée. Je vous ai montré 2 éléments essentiels dont vous avez besoin pour survivre à une attaque au couteau. Éviter le couteau, comment nous nous écartons de lui, et des tactiques pour frapper, s'échapper et essayer de survivre. Nous avons également vu les règles de désarmement de Jim Wagner. J'ai commencé à développer ce système à la fin des années 90, en 1998, en entraînant des militaires canadiens à Vancouver, au Canada. Ces élèves me demandèrent si leur tactique de désarmement fonctionnait réellement. Avant, nous enseignions tous les techniques stylisées des styles traditionnels. Nous ne connaissions rien d'autre. Nous employions tous ce type de technique. C'est alors que je me suis rendu compte qu'il y avait une règle simple pour les désarmements. Saisir, s'approcher, renverser et échapper. J'ai commencé à l'enseigner et j'ai découvert que tout le monde pouvait le faire sans problème. Pourquoi? Parce que le premier mouvement se base sur notre instinct. Je pourrais continuer de parler des couteaux, des types de couteaux qui existent, mais je crois qu'aujourd'hui, vous vous êtes fait une idée. C'est ce que j'enseigne dans mes cours. Plus condensé, mais je crois que cela vous aidera à comprendre le monde dangereux des couteaux et à rester sain et sauf. Merci.